Salut, prof, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Je suis en train de voir la une du Telegraph en Angleterre. Entre autres, il y a Nigel Farage qui dit Trump, he's sharp as hell. Don't be hesitant. C'est en voulant dire, il est trop vite pour toi, là. Si tu te revires là, de bord, si tu regardes dans tes poches, il va te manquer un 20$. Si tu te revires de bord, wow, là, j'ai changé de jacket, je sais pas trop. C'est un genre de magicien incroyable. Hey, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire avec l'Ukraine. Traite Zelensky de dictateur, se revire de bord, fin deal avec Zelensky, débarque à la Maison-Blanche dans 48 heures. Bim, boum. Ouais. C'est fou, hein? C'est comme une télésérie, mais à chaque jour, c'est le nouvel épisode hebdomadaire. Là. On est choyé. Complètement. On a 7 épisodes par semaine, puis ça va être comme ça pendant 4 ans. Ah non, là, c'est fou. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? J'ai mes chips, là. Ben, écoute, il y a des gens qui disent dans le monde diplomatique que la deal avec la Russie pourrait être signée aussi rapidement que peut-être la semaine prochaine. Oui, donc, lui-même l'a dit. Oui, c'est ça. Puis, donc, s'il le dit, c'est que ça va probablement se produire. Fait que ça va être à surveiller. Puis, dans les chancelleries occidentales, là, les gens, ils vont faire des Normand Lester d'eux-mêmes. Là. Il va y avoir des meltdowns là, qui vont être magistraux. Les momottes vont se faire aller anti-péché. Hein? Ça va être assez spécial. Mais tu sais, c'est ça, avec ce qui se passe en ce moment dans le conflit ukrainien avec les États-Unis puis les Russes qui sont en train de négocier une sortie de crise à ce conflit-là, on voit clairement apparaître là, 2 visions du monde. L'une qui est très réaliste, puis l'autre qui est très, très, très idéaliste. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, oui. Trump a décidé d'avoir une approche en matière de politique étrangère qui était fondée sur le rapport coût-bénéfice. Puis lui, il voit aucun intérêt à continuer à investir des milliards et des milliards de dollars dans un conflit qui ne permettra pas à l'Ukraine de regagner ses territoires perdus, puis qui va continuer à coûter la vie à des milliers d'hommes, hypothéquant là, d'autant plus la capacité du peuple ukrainien à pouvoir avoir un avenir viable. Fait que lui, il voit évidemment plus d'intérêt dans la paix parce que ça va lui permettre non seulement de cesser le financement de cette guerre-là, mais ça va aussi lui permettre de, si la négociation est fructueuse, puis ça semble être le cas, mais il va encore falloir qu'on voit les détails de la deal, de pouvoir exploiter en compagnie d'intérêts ukrainiens les ressources naturelles du pays. Puis ça, c'est l'autre chose aussi extrêmement importante. Il voit aussi une opportunité potentiel, c'est très théorique, mais de sortir la Russie du giron chinois. Puis, il faut le dire ici, la plus grave conséquence de cette guerre-là sur le plan géostratégique, ça aurait été la création d'un axe Moscou-Pékin. Puis, comme l'ennemi des États-Unis, la Chine, Trump est prêt à tout pour essayer de ramener Moscou dans le giron occidental. C'est ça l'analyse. C'est ça. D'abord en rétablissant les liens diplomatiques, mais aussi économiques. Tu sais, ici, là, c'est une simple amitié d'utilité. Il voit simplement dans la Russie un moyen qui va lui permettre de parvenir à ses fins. Puis la Russie voit aussi un potentiel de recommencer à diversifier son économie qui est aux yeux de Poutine, trop dépendante de Pékin. Fait que de part et d'autre, c'est une approche machiavélienne qui mesure la désirabilité d'une politique par les conséquences qu'elle va avoir sur les intérêts du pays. Puis Trump, par la voix de Marco Rubio, l'a dit, c'est désormais le seul critère des États-Unis en matière de politique étrangère. Donc, puis à l'inverse, l'Europe puis le Canada sont incapables d'accepter cette situation-là. Pourquoi? Parce que leur politique étrangère n'est pas ancrée dans le monde réel, mais dans un monde imaginaire. Le monde du normatif, le monde du « cela devrait être ». Tu sais, si vous me posez la question, oui, Vladimir Poutine devrait être jugé pour crime contre la paix. Oui, il y a eu des exactions russes qui ont été commises pendant le conflit, des exactions ukrainiennes aussi qui ont été commises, qui devraient aussi être punies. Mais ça n'arrivera pas parce que c'est pas comme ça que le monde fonctionne. On peut s'en attrister, mais il faut s'en accommoder. Donc, fonder sa politique étrangère sur le « devrait être », dans ce cas-ci, c'est poursuivre des objectifs qui sont tout simplement irréalistes. Parce que si les États-Unis et la Russie ont des objectifs très, très, très précis en tête, puis se dotent de stratégies très adaptées pour y parvenir, qu'est-ce que l'Occident cherche au fait? Tu sais, ça fait 3 ans qu'on est en guerre avec la Russie de façon indirecte, puis on doit encore se poser la question, c'est quoi l'objectif recherché par l'Occident dans cette guerre-là? Puis, en fait, c'est faire tomber le régime de Poutine. C'est rétablir la souveraineté ukrainienne sur le territoire pré-2014, c'est que l'Ukraine puisse intégrer l'OTAN, c'est étendre les valeurs occidentales partout dans le monde, même si ces valeurs-là frôlent avec le wokisme, alouette. Mais tu sais, pour y parvenir, on dépense sans compter.
Donc, puis il faut le dire, on dépense sans compter parce que ces objectifs-là sont irréalistes. D'où l'annonce de Trudeau quand il est allé à oui. Kiev. On dépense sans compter. Allez-vous envoyer des troupes? Oh, il n'y a rien d'exclu. Une vision complètement farfelue et idéaliste d'un monde idyllique, d'un monde imaginaire. Ben oui, c'est ça. Donc, ils vivent dans un monde parallèle, puis ça mène à toutes les dérives rhétoriques inimaginables du style Trump est un espion russe, puis etc. Honnêtement, quand on est dans un monde comme celui-là, on fuit les réalités, ça commence à frôler la maladie mentale. Mais tu sais, les commentateurs là, de cet acabit-là poussent toujours le bouchon de plus en plus loin, parce que quand ils vivent dans des sociétés qui sont complètement tombées dans ce piège-là de l'idéalisme, ben les gens eux-mêmes, leurs auditeurs, finissent eux-mêmes par perdre la map, là. Puis, je sais que tu tweets beaucoup. Donne des exemples. Regarde de ce que tu es en train d'illustrer ce matin. Ben, donnons l'exemple de ton dernier tweet. Freeland qui veut faire une alliance nucléaire contre les États-Unis. Elle est complètement décollée, la madame, là? Non, ben, écoute, mets-toi dans les souliers de Trump qui entend ça. Le principal voisin de son pays veut entrer dans une alliance avec des puissances nucléaires pour contrer une il doit se dire, il faut la raide, elle, là. Et on va parler à la CIA, on va barrer. Déjà qu'elle est barrée parce qu'on appelait le KGB, là. Oui, donc, elle va être barrée partout, là. Elle est interdite de séjour en Russie, elle va finir par être interdite de séjour aux États-Unis aussi. Ben oui. Mais tu sais, un autre exemple de dérive, Raphaël Glucksmann, c'est un politicien européen, c'est lui qui dirigeait les socialistes pendant la dernière élection européenne du printemps dernier. Lui, il a affirmé dans un tweet de mémoire, c'est le 16 février dernier, que l'Europe devait pallier au retrait des États-Unis dans le conflit ukrainien et devait investir 500 milliards d'euros. 500 milliards d'euros. Tu sais, quelqu'un qui vit dans un monde parallèle, dans un monde imaginaire, là, il va tweeter une chose pareille, puis comme si ça allait de soi, puis il y a des milliers et des milliers de personnes qui retweetent puis qui aiment son tweet en se disant « Ouais, c'est une bonne idée ». On dit tout. Souvenez-vous, il y a 3 ans, on disait Vladimir Poutine, il vit dans un monde parallèle, il est pas rationnel, il est complètement fou. Honnêtement, là, 3 ans plus tard, là, les fous, là, je pense qu'ils sont de l'autre côté de l'Atlantique, là, puis ils sont du côté de Paris puis Berlin, là. Ouais. Est-ce que nos politicos vivent dans le monde réel? Il y en a 2 qui peuvent être premiers ministres, là. Il y a Carney puis il y a Poilievre. De ce que tu sais de Poilievre, de ce qu'il a écrit, aidons l'Ukraine. Moi, on comprend qu'il y a un lobby d'Ukrainiens, là. Il a peur de perdre des comtés dans l'Ouest, là. Mais puis Carney également. Je veux que tu analyses, je veux que tu fasses ton analyse, ta matrice, je veux que tu l'imposes à la politique domestique canadienne. Qu'est-ce que tu en conclus? Ben, Carney, c'est un individu cosmopolite. C'est pas vraiment un Canadien. Des fois, c'est un Européen, c'est un Britannique. Tu sais, le gars appartient à la planète, là. Lui, là, son cadre d'analyse, c'est pas le Canada, les intérêts nationaux du Canada, c'est les grands intérêts globaux, puis c'est ça qui l'anime, là. Donc lui, là, s'il est élu premier ministre, là, ben, il va être élu premier ministre le 9 mars en soirée, puis s'il y a des élections déclenchées ce printemps, moi, je pense que ça va être le cas, puis il se faisait confirmer au poste de premier ministre après une victoire libérale. C'est sûr qu'il va continuer, là, à investir. C'est pas un réaliste. Poilievre, est-ce que c'est un réaliste? Il est davantage réaliste, mais je pense, comme tu l'as dit, à cause du lobby ukrainien, il a peur de perdre des circonscriptions. À cause de considérations partisanes, il est poussé vers l'idéalisme plutôt que le réalisme. C'est par la force Qui des est le choses, plus réaliste au Canada? Est-ce que c'est Bernier? C'est Bernier. On l'a eu en entrevue à notre podcast avec Jocelyn Coulon il y a quelques semaines. Puis c'est un type qui est extrêmement réaliste. Puis en fait, tout ce qu'il dit depuis 3 ans, honnêtement, sur la guerre en Ukraine, là, les faits lui ont finalement donné raison, là. C'est pas un gars qui vit dans un monde de calinours, là. Il vit dans le monde réel. Puis quand il regarde, par exemple, la question de l'immigration, le manque de logement, l'incapacité du Canada à pouvoir absorber 1 demi-million d'immigrants par année, ben, tu sais, les idéalistes l'ont traité de raciste, puis de fasciste, puis d'extrémiste de droite. Mais les faits commencent à lui donner pas mal raison, hein, là. Vous avez même Freeland qui a fait la promesse il y a une couple de jours d'accoter les seuils d'immigration avec les capacités d'accueil, puis de pouvoir loger ces nouvelles personnes-là, là.
Donc, inévitablement, elle est aussi rattrapée par la réalité qu'elle a elle-même créée à cause de son idéalisme, puis est en train, là, par la porte arrière, d'appliquer des politiques que Bernier propose depuis 3-4 ans déjà. Mais tu parles de lobby ukrainien. Moi, je suis capable de dire à un Ukrainien, regarde, oui, on t'a aidé. Je pense qu'on a été instrumentalisé, l'Occident, à entrer dans une guerre proxy dont le but véritable était d'endommager Poutine et d'endommager la Russie. Ça a été une grave erreur de laisser miroiter un membership à l'OTAN. Mais je pense pas que ça soit anti-ukrainien de prôner la paix. On n'a pas le choix de parler à Poutine. On a beau l'haïr autant comme autant. Ça, c'est des émotions. Mais si tu offres des garanties de sécurité avec une pleine neutralité ukrainienne et des élections, parce qu'il faut-il le rappeler qu'il y a une loi martiale, là. Ouais. Ça a bien beau pas être le dictateur des dictateurs, là, il en demeure pas moins, qu'il a suspendu quand même le processus démocratique, là, faut-il le rappeler, là. Et qu'il y a de la corruption aussi en Ukraine. Ça, faut-il le rappeler aussi. Ça fait pas nécessairement la manchette à LCN. Ouais. Donc, c'est pas anti-ukrainien que de prôner la paix. J'ai de la misère avec cette vision-là très binaire. T'es-tu pour ou t'es contre? Tu parles à Poutine, t'es pour Poutine. Non, je suis pas pour Poutine. Mais on n'a pas le choix, Jean-François. Mais quand tu vis dans un monde idéaliste où toi, t'es le bien, puis l'autre, c'est le mal absolu, ben, t'entres dans une logique religieuse où tout compromis est nécessairement impossible. Fait que ça te condamne à poursuivre sans arrêt le conflit jusqu'à temps qu'éventuellement, peut-être, tu réussisses à le remporter. Puis c'est ce qu'on voit exactement se produire en Europe. 500 milliards d'euros. Trudeau qui continue à investir des sommes massives. Carney ferait exactement la même chose. Fort probablement Poilievre aussi le ferait pour plaire au lobby ukrainien. On ne peut pas sortir de cette logique-là tant aussi longtemps qu'on vit dans un monde parallèle où toutes nos décisions sont fondées sur ça c'est bien, ça c'est mauvais, nous on représente le bien, toi tu incarnes le mal, et comme tu incarnes le mal, c'est notre mission de te détruire, de te retirer du pouvoir. Et peu importe ce que ça va coûter, l'objectif est trop noble pour qu'on puisse faire le moindre compromis là-dessus. C'est la logique des décideurs occidentaux. Puis tu sais, quand toi tu es un réaliste comme Trump, tu veux pas t'associer avec ces gens-là. Tu n'as même pas envie de les avoir autour de la table de négociation parce qu'ils vont faire, ils vont faire capoter la négociation. Ils n'ont pas leur place parce qu'ils ne vivent pas dans le même monde que les autres personnes qui sont assises autour de la table. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Puis c'est dommage parce que tu sais, la politique, là, depuis, on dit toujours la grande révolution machiavélienne, il y a plus de 500 ans. Machiavel, c'est lui qui a fondé le principe du réalisme en politique. Oui. Puis depuis 500 ans, tous les politiciens ont toujours opéré à travers ce paradigme-là. Mais depuis 30 ans, depuis la fin de la guerre froide, le monde occidental est rentré à nouveau dans une perspective très idéaliste qui frise qu'il y a des relents de religieux, de religiosité entre le bien et le mal. Et puis le bien, le monde du bien doit tout faire pour écraser Satan, pour que le royaume de Dieu puisse s'établir enfin. Écoute, les grandes accusations qu'on entend là, contre Trump, que j'ai reçues, que tu as reçues depuis 3 ans, ça a des relents de ça. On est le diable incarné, puis on n'est pas des bonnes personnes, puis on devrait être bannis, censurés. Je m'excuse, mais c'est une logique religieuse entre le bien et le mal. Puis ça, ben, inévitablement, c'est paradoxal parce que ces gens-là disent on défend les valeurs du libéralisme. Donc, c'est de la liberté individuelle. Mais parce qu'ils sont tellement dans leur logique entre le bien et le mal, ils sont en train de proposer et d'appliquer des mesures, des politiques qui sont illibérales, qui visent à censurer les gens. Puis là, aux dernières nouvelles, là, vous aviez plus de 150 000 Canadiens qui avaient signé une pétition pour retirer la citoyenneté canadienne à Elon Musk parce que c'est un conseiller de Trump. Tu sais, pourquoi? Parce que c'est une mauvaise personne. Mais je veux dire, retirer la citoyenneté parce que tu es en désaccord avec la personne, il n'y a pas plus illibéral. Wayne Gretzky. Exactement. C'est une mauvaise personne, alors que ça a toujours été un héros national. Là, soudainement, c'est une mauvaise personne. Puis si on pouvait lui retirer lui aussi sa citoyenneté canadienne, il y a du monde qui dirait, oui, il a fait le mauvais choix, il a décidé d'être du côté du mal absolu, donc il n'appartient plus à notre communauté du bien, on doit l'en exclure. C'est fascinant d'une certaine façon très bon pour un politologue, mais c'est aussi franchement effrayant
Parce qu'il y a des gens qui vivent dans ce monde réel-là, qui sont victimes de cette censure-là, des conséquences de leur dissension, puis ils en payent le prix fort, là. Dont toi, finalement, avec l'histoire d'Ottawa, entre autres. Mais il faut vraiment se laisser, Jean-François. Ouais. C'est une géniale analyse, encore une fois. Merci, Jean-François Caron. Bonne journée.